la TVT au cœur de l'information. Voici d'abord les titres de ce journal. Le Togo a lancé le projet d'appui à la gouvernance économique annoncé et préparé depuis plusieurs mois. Objectif du PAGE, renforcer la gestion efficiente et effectuer des investissements publics, la mobilisation des ressources internes et la redevabilité. Agroécologie, et dans ce journal, nous ferons écho d'une rencontre ce jour entre universitaires et acteurs du monde rural. L'on veut réduire l'utilisation des substances chimiques dans l'agriculture et faire de plus en plus place au naturel. Et puis, la 6e édition du FIMO 228 a été lancée cette semaine à Lomé, une date le 20 janvier 2019 pour ce festival de mode qui draine à Lomé une grande chaîne de valeur internationale pour du beau spectacle. On le verra vers la fin de ce journal. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Pour une meilleure gestion des ressources et des investissements publics et la mobilisation des recettes intérieures, le Togo lance le PAGE, le projet d'appui à la gouvernance économique, conjointement financé par la Banque mondiale et l'Union européenne à hauteur de 20 millions de dollars. On en parle avec Daniel Akosu et Carmen Madjé à Kapou. La Banque mondiale et l'Union européenne au cœur d'un partenariat pour accélérer une croissance économique inclusive et durable au Togo. Le projet d'appui à la gouvernance économique PAGE est ici lancé à cet effet. Il ambitionne d'améliorer la gestion des investissements publics, la mobilisation des ressources intérieures et le renforcement des mécanismes de redevabilité et de suivi de la fourniture des biens et services dans des secteurs comme la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable en milieu urbain et la création d'emplois à travers les performances du secteur privé. Nous, Banque mondiale ainsi que l'Union européenne, pensons que sans la gouvernance, on ne peut pas assurer d'atteindre les deux objectifs de développement que nous avons, qui est la lutte contre la pauvreté et une croissance partagée et inclusive. Donc c'est pourquoi nous supportons les efforts du gouvernement en termes de réforme pour arriver à une gouvernance économique plus efficace, tout en aidant la société civile à être intégrée dans le processus afin de rendre la gestion publique beaucoup plus transparente. Le projet d'appui à la gouvernance économique PAGE est financé à hauteur de 20 millions de dollars américains, soit un peu plus de 11 milliards de francs CFA. Il sera mis en œuvre sur une période de 5 ans. Le PAGE s'aligne sur les grands axes du Plan national de développement PND et comprend 4 composantes. La première composante, c'est l'appui à l'amélioration de la planification et de l'exécution des investissements publics. La deuxième composante, c'est l'appui à l'amélioration du recouvrement des recettes internes. La troisième composante, c'est l'appui à l'amélioration de la redevabilité et au renforcement de l'engagement citoyen. Et la quatrième composante, c'est l'appui à l'amélioration du leadership en matière de réforme des finances publiques et également l'appui à la mise en œuvre du projet. Le projet d'appui à la gouvernance économique met un accent particulier sur l'appui aux activités de l'ETR afin de permettre à l'Office d'élargir l'assiette fiscale et de doter le Togo des ressources nécessaires capables d'apporter des solutions aux questions de pauvreté. Et dans le même sillage de l'économie, Lomé a abrité cette semaine la deuxième réunion technique des comités nationaux de politique économique avec la commission de l'UEMOA sur les dossiers de la surveillance multilatérale. L'on a réfléchi ensemble aux meilleures stratégies pour permettre d'harmoniser dans l'espace UEMOA le champ et le contenu de la masse salariale et des recettes fiscales. Les précisions toujours de Carmen Madjé à Kapou. L'activité économique est restée dynamique au cours de ces 5 dernières années dans la zone UEMOA. Le PIB de l'Union est attendu à 6,8% cette année, après 6,7% en 2017.
La croissance est portée par une amélioration des performances dans tous les secteurs. Toutefois, des efforts restent à faire en matière de convergence économique. On note par exemple des disparités en termes de champ, de contenu et de mode d'enregistrement des agrégats utilisés dans le calcul des critères de convergence budgétaire. Pour rectifier le tir, les comités nationaux de politique économique CNPE et la commission de l'UEMOA veulent harmoniser le champ et le contenu de la masse salariale et des recettes fiscales. L'UEMOA dispose d'un pacte de convergence qui fixe les critères de convergence. Au nom de ces critères de convergence, il y a ce qu'on appelle les critères de la masse salariale, qui veut que dans les États membres, les États ne consacrent pas plus de 35% de leurs recettes fiscales pour le paiement des rémunérations de leurs agents publics. Pour calculer maintenant le contenu de la rémunération des fonctionnaires, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Qu'est-ce qu'on prend en compte? Les salaires de base, les indemnités, les avantages en nature, les frais d'émission, les perdièmes, c'est tout ça qu'on veut essayer de définir pour pouvoir calculer maintenant les 35% qu'il faut retenir des impôts, des recettes fiscales pour payer les fonctionnaires. Le suivi des économies des États membres de l'UEMOA qu'effectue le CNPE permettra à terme d'améliorer la convergence macroéconomique au sein de l'Union. Nous avons besoin de nous assurer que tout le monde va au même pas, que nous avons la même démarche. C'est pour cela que la commission de l'UEMOA a élaboré des critères de convergence pour s'assurer dans le processus à quel niveau nous sommes, quels sont ceux qui épousent le rythme, quels sont ceux qui sont un peu à la traîne et comment faire pour que la démarche soit harmonieuse et que nous puissions atteindre de façon efficace les objectifs. Cette rencontre devra donc amener les pays de l'espace communautaire à se conformer aux normes internationales en matière de calcul des agrégats, masse salariale et recettes fiscales et accompagner de façon efficace l'intégration sous-régionale. La société civile ouest-africaine, pour sa part, a réfléchi également cette semaine à Lomé sur les impacts des APE, les accords de partenariat économique sur le commerce équitable. Voici donc les images ramenées par une équipe de reportage de la TVT à la cérémonie d'ouverture de la rencontre. Serge Tastom et Nathalie Panégué. Les accords de partenariat économique APE préoccupent ces acteurs de la société civile ouest-africaine. Issus du Togo, du Nigeria et du Ghana, ils renforcent leurs capacités sur le sujet pour plaider en faveur d'un programme commercial africain plus dynamique et durable. Initié par l'ONG Amis de la Terre Togo, ce rendez-vous sous-régional porte sur les impacts des APE et la politique de commerce équitable en Afrique de l'Ouest. Les accords de partenariat économique voudraient que les pays européens puissent commercer et échanger leurs produits sur notre territoire, le territoire ouest-africain, sans droits de douane. Alors que nous savons que les droits de douane constituent les recettes principales des pays en développement. Et lorsque vous leur enlevez, vous leur amputez ces sources de ressources, c'est très difficile de pouvoir continuer par financer les activités de développement. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse véritablement renégocier ces accords pour pouvoir insérer les éléments qui prennent en compte les considérations qui soutiennent les points de vue des populations, les intérêts des populations locales. L'accent est mis ici sur des thématiques clés, notamment les accords de partenariat économique face à la Déclaration des Nations Unies sur le développement, aux enjeux des accords multilatéraux sur l'environnement et au programme de développement de l'Afrique à l'horizon 2103. Les bénéficiaires directs de cette action sont les paysans, les éleveurs, les pêcheurs, les commerçants et les industriels. Et clôture à Lomé, vendredi de la 14e journée nationale de la commune togolaise. Les acteurs communaux du Togo et de la sous-région ont réfléchi sur la décentralisation financière. Il y a eu des échanges d'expériences et de stratégies dans l'optique de l'autonomisation financière des communes du Togo. Lucassi nous en fait le point. La 14e édition de la journée nationale de la commune togolaise a vécu.
Consacrée à la célébration de la solidarité entre les collectivités locales togolaises, cette journée leur donne également l'opportunité d'échanger et de partager les expériences entre elles et avec les collectivités sœurs de la sous-région. L'Union des communes du Togo UCT a axé l'édition 2018 de cette journée sur la décentralisation financière et la mobilisation de ressources locales afin de définir des stratégies pouvant leur permettre d'aller à une autonomie financière. Ceci afin de répondre aux besoins et services des populations locales. C'est également plusieurs programmes innovants qu'il faudra développer pour aider les collectivités locales à pouvoir assurer le développement au niveau local. Le troisième aspect également, c'est la territorialisation des politiques. C'est quand on a des compétences, ce que l'État faisait au niveau central, l'État doit contractualiser avec les communes au niveau de Togo pour pouvoir qu'ils vont faire effectivement le travail pour le compte de l'État. L'autre aspect important, c'est la promotion du partenariat public. Il est extrêmement important que les communes puissent prendre l'initiative de travailler et de coopérer, non seulement avec des partenaires nationaux, mais également des partenaires internationaux. Et là, ça ouvre les portes d'un partenariat public-privé qu'il faudra promouvoir au niveau local, ce qui permet d'avoir de nouveaux financements qui viennent de l'étranger et qui pourront permettre non seulement d'assurer le développement local, mais également de créer également des emplois extrêmement importants. Et en la matière, les acteurs communaux nationaux ont eu l'occasion de bénéficier de l'expérience de leurs homologues de la sous-région à la suite des échanges fructueux. En l'absence de financement adéquat, les collectivités territoriales ne peuvent pas exercer leurs compétences et jouer le rôle de moteur du développement local attendu d'eux. Elles s'engagent donc à mobiliser les ressources pour accomplir leur mission. De l'étape d'une information générale, globale et dense, nous avons beaucoup appris des uns et des autres sur le cadre général et les bonnes pratiques en matière de mobilisation des ressources financières, puisque c'est d'elles qu'il s'agit. Cette rencontre nous a également servi de courroie de transmission de nos messages en termes de demandes, de plaidoyer et de recommandations afin que la voix de nos populations puisse être entendue. L'UCT a doté quelques communes du pays d'un plan de développement communal, un outil pour leur permettre de réussir leurs planifications et actions en faveur de leurs administrés. Et nous poursuivons ce journal avec ce communiqué, ou plutôt cette mise en garde du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Depuis quelques jours, dit le communiqué, circule sur les réseaux sociaux une vidéo montrant un individu cagoulé portant une Kalachnikov dans sa main et 4 grenades sur son gilet. Cet individu qui parle EV a non seulement déclaré qu'avant les élections prochaines sous la présidence de son Excellence le chef de l'État, il y aura des attaques à main armée, mais aussi s'est permis d'apprendre le maniement des armes et des grenades aux paisibles populations togolaises. Par ailleurs, il a affirmé que les dites armes et grenades sont déjà à sa disposition et seront déversées dans le pays pour qui veut les utiliser pour chasser l'actuel régime qui est démocratiquement élu par le peuple togolais. Ces faits qui sont d'une autre époque, car contraires aux vœux de la communauté régionale, africaine et internationale, doivent être découragés par l'application rigoureuse des dispositions des articles 663 et suivants du nouveau code pénal togolais qui dispose donc, l'article 663 du nouveau code pénal togolais dispose que toute personne qui commandite ou organise des actions visant à déstabiliser, mettre en péril ou supprimer les institutions de la République togolaise, notamment en incitant les populations ou les forces armées à s'armer ou à se soulever contre l'autorité de l'État togolais, est puni d'une peine de 20 ans à 30 ans de réclusion criminelle ou du maximum de la réclusion criminelle à temps lorsque les actes ont été commis par une personne dépositaire de l'autorité publique. Toute personne qui participe sciemment aux actions visées à l'alinéa précédent est punie d'une peine d'emprisonnement de 3 à 5 ans. Les dispositions sont déjà prises en vue de le localiser ainsi que ses compères qui n'arriveront jamais à assouvir leurs ambitions irréalistes.
Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile rappelle aux populations togolaises que rien ne peut se faire à leur détriment et que ce n'est que dans leur intérêt que les élections sont programmées pour que les institutions soient renouvelées dans notre pays, le Togo, que nous devons bâtir ensemble. Le communiqué nous est arrivé donc ce 27 octobre 2018 et est signé des mains du général de brigade Damhan Yark, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Accès des femmes à la terre et aux divers facteurs de production, amélioration des conditions de vie et de travail des femmes agricultrices. Voilà un domaine d'intervention de la Fondation Konrad Adenauer. La fondation qui a d'ailleurs appuyé le WILDAF Togo pour former les femmes venues de tout le Togo à leurs droits en cette matière-là. Des détails, nous vous en proposons avec Kwasi Glé et Clarisse Atiké. Le secteur agricole togolais révèle une forte présence féminine, environ 51,1% de la population agricole. Mais elle ne dispose pas suffisamment de terres cultivables ni assez de moyens de production, notamment les intrants agricoles. La fondation Konrad Adenauer Stiftung et son partenaire WILDAF Togo leur offrent ici l'opportunité de faire des plaidoyers pour une véritable prise en compte des droits fonciers des femmes agricultrices au Togo. Il y a plein de textes qui favorisent la femme, mais qui n'est pas vulgarisé. Et il n'y a pas assez d'appropriation de ces documents pour permettre à la femme de défendre ses droits. Voilà pourquoi depuis quelques années, nous avons commencé avec le partenariat de Konrad Adenauer à avancer sur ce terrain et permettre à la femme agricultrice de pouvoir jouir de ses droits, qui sont les droits à la terre. Le partenariat entre la Fondation Konrad Adenauer et WILDAF Togo devrait en effet contribuer à réduire les pratiques coutumières qui créent des inégalités et des discriminations dans l'accès à la terre au détriment des femmes. L'idée ici, c'est de permettre aux femmes agricultrices de pouvoir disposer de surfaces cultivables pour leurs besoins ainsi que des moyens de production. Au terme des 2 jours de travaux, ces femmes issues des organisations paysannes dans toutes les régions du Togo ont élaboré un document de plaidoyer qui a été remis sur place aux autorités impliquées dans la question de l'accès des femmes à la terre dans notre pays. Et nous restons toujours dans le monde paysan. Nous parlons d'agroécologie qui était ce samedi au centre d'une conférence débat entre universitaires et acteurs du monde rural. L'on veut en faire la promotion, sensibiliser donc les producteurs à cette technique plus saine pour l'environnement et pour l'homme. Une technique qui exclut l'utilisation des produits chimiques dans l'agriculture. Reportage Marie-Reine Abeta Dodo Waré. L'agroécologie, une pratique agricole innovante basée sur la biodiversité, reste un modèle agricole pour relever les défis liés à la santé populaire et environnementale. Et si elle est en train de faire ses preuves, il est important que les acteurs clés du monde rural s'approprient les bonnes pratiques agroécologiques pour éduquer la population à la base. Le système alimentaire mondial a complètement échoué. La façon de produire de la nourriture, la façon de la distribuer, la façon de la consommer ne permet pas à l'humanité de pouvoir nourrir le monde si on continue de cette façon. Il faut maintenant penser à des alternatives pour pouvoir aller faire une agriculture qui préserve à la fois l'environnement et qui produit beaucoup plus pour pouvoir nourrir le monde. Nous voudrons que les acteurs de la société civile, les étudiants qui sont là, puissent mieux accompagner la communauté dans le développement en faisant mieux la promotion de l'agroécologie. La santé publique, la sécurité alimentaire, les potentielles contributions de l'agroécologie au renforcement de la souveraineté alimentaire et à l'adaptation au changement climatique sont entre autres thématiques à aborder. L'accent est mis sur une agriculture multifonctionnelle et durable qui minimise les intrants. Pour arrêter d'utiliser les engrais, les pesticides, il faut que ces producteurs aient des solutions de rechange. Et la solution de rechange, c'est toutes les bonnes pratiques agroécologiques que nous enseignons. Les bonnes pratiques qui permettent de restaurer le sol, les bonnes pratiques qui permettent de pouvoir sauver les attaques, prévenir des attaques des cultures, des bonnes pratiques qui permettent de promouvoir la biodiversité dans un milieu de culture.
Le service chrétien d'appui à l'animation rurale SECAR travaille déjà avec des milliers de producteurs dans l'agroécologie qui aujourd'hui ont non seulement de bons rendements, mais disposent de productions qualifiées qui répondent aux exigences sanitaires et préservent l'écosystème du pays. Et l'agroécologie qui met dans nos plats des mets sains et naturels, c'est aussi une préoccupation d'Inades Formation qui, à l'occasion du 7e Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé, le CIALO, a organisé une dégustation de mets locaux, histoire de présenter à tous toutes les possibilités culinaires que nous pouvons avoir avec nos produits locaux. Regardons avec Kwasi Glé et Sonia Ameniko. De la crêpe farcie au fonio à la soupe de haricots, allant de la sauce moringa accompagnée de hablo, en passant par le haricot au gras, haricot rouge au gras ou encore du dinkoumé et du pédigaou. Ce sont là quelques mets préparés à base des vivres locaux qui sont présentés ici au Salon international de l'agroalimentaire et de l'agriculture de Lomé, CIALO. Ce repas-là, c'est exceptionnel. Et je pense que nous devons consommer nos propres produits. Très locaux, très appétissant. Vous voyez quoi, même je ne veux même pas laisser pour vous parler. C'est très appétissant quoi. Dans tout ce que les produits agricoles là, c'est très intéressant. Ça ne veut pas dire. Ça c'est typiquement naturel. C'est bon de manger naturel. Normalement on devait prendre des mets comme ça à la maison, dans les restaurants, partout quoi. C'est très bon. Oh, c'est bien, c'est très délicieux. Je n'ai jamais mangé ça. On a fait même à pain, que je n'ai jamais mangé. Mais cette fois-ci, c'est très bien. C'est une initiative à encourager. L'initiative entend éveiller les consciences sur la nécessité de consommer local pour une bonne santé. Quand vous regardez ce qui se passe dans le monde, la question de la consommation des produits locaux devient une question épineuse, d'autant plus que la santé en dépend. Du coup, on a voulu que, sur la base de cette initiative, qu'on puisse éclairer les gens sur la nécessité de produire et de consommer local. Cette démarche de dégustation des produits locaux vise également à encourager les productions locales pour un développement économique du pays. Nous voulons attirer l'attention de l'État sur la nécessité de garantir le droit à l'alimentation, de respecter ce droit, de le protéger et de lui donner effet. Ça veut dire de travailler aussi à mobiliser des fonds, à accompagner les producteurs dans le développement de la production locale. Cette journée de dégustation entre dans une campagne de plaidoyer sur le droit à l'alimentation, car l'alimentation est certes un droit, mais demeure un vote, un choix. Et on se rend à Bassar. Il est en création dans la localité le mouvement Ensemble pour Bassar qui, selon ses promoteurs, va œuvrer pour le développement de la préfecture. Le comité de réflexion pour la mise en place du mouvement a présenté une ébauche du futur mouvement. Nestor Mozo. Les populations de la préfecture de Bassar devront désormais compter avec un nouveau mouvement en matière de développement. Ce mouvement se dénomme EBA, Ensemble pour Bassar. L'idée de la création du mouvement fait son chemin et les promoteurs ont réuni ce monde pour lui donner l'information et partager avec lui les objectifs que ce mouvement s'assigne. Dans le but de répondre aux objectifs de développement durable à l'horizon 2030, nous avons dit qu'il fallait créer un cadre de réflexion où nous allons réunir toutes les énergies, toutes les compétences pour pouvoir réfléchir et mettre sur pied des projets de développement de notre chère préfecture Bassar. D'où aujourd'hui nous avons créé le mouvement Ensemble pour Bassar. Nous sommes en train d'aller vers la décentralisation. Et qui veut dire décentralisation, veut dire des unités de projet pour le développement. Il faut se préparer d'ores et déjà pour être au rendez-vous de la mise en œuvre de cette forme de décentralisation. Le mouvement Ensemble pour Bassar naît donc à partir de cette rencontre. Pour atteindre ces objectifs, il entend aider les entités à la base dans l'élaboration de leur plan d'action. Il faut déjà faire ce que nous appelons le diagnostic participatif. Au niveau du village, on va lister les contraintes du village, on va lister les approches de solutions, on va après voir
On a besoin de quoi pour solutionner les problèmes relevés. Mais comme les problèmes seront aussi nombreux, il faut quelque part qu'on priorise les problèmes. Donc en bref, c'est aider chaque village à avoir son plan de développement. Ça veut dire que c'est un document plaidoyer que le village a. Et le village va prendre le côté que eux-mêmes, natifs du village, ils peuvent faire. Ce que les cadres peuvent contribuer à faire. Ce qui doit être demandé au niveau peut-être de la préfecture. Et ce qui doit susciter des apports extérieurs pour solutionner les problèmes relevés. Après cette rencontre d'information, une assemblée générale constitutive sera tenue pour l'adoption des statuts et du règlement intérieur et la mise en place des organes devant conduire le mouvement Ensemble pour Bassar. Et ce communiqué du parti Union pour la République. Le communiqué dit ce qui suit. C'est avec la plus grande indignation que le parti Union pour la République UNIR porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'un incendie d'origine criminelle a à nouveau endommagé le siège du parti 6 au quartier d'Idaouré à Sokodé. En effet, dans la nuit du 26 au 27 octobre 2018, le feu a été mis au siège du parti, incendie fort heureusement rapidement circonscrit, non sans avoir provoqué de nombreux dégâts. Le secrétaire exécutif du parti élève la plus ferme protestation contre une telle provocation. Il appelle cependant tous les militants du parti UNIR, et ceux de Sokodé en particulier, au calme et à la retenue. Le parti rassure ses militants que plainte est formellement déposée auprès des autorités compétentes afin que les auteurs et instigateurs de cet acte criminel soient traduits en justice conformément aux lois en vigueur. Le secrétaire exécutif du parti UNIR appelle tous les militants et sympathisants à ne céder à aucune provocation et à continuer à cultiver les valeurs de paix, de tolérance et de vivre ensemble chères à notre grand parti et à son président. C'est un communiqué signé par le secrétaire exécutif du parti Union pour la République, Achole Akleso. Et voilà qui tombe à pic, la communauté santé d'Idio et le centre Hare Krishna qui ont organisé ce samedi à Lomé une journée interreligieuse en faveur de la paix au centre culturel védique Hare Krishna. Musulmans, catholiques, évangéliques, méthodistes, cultes, vaudous, bouddhistes, tous ont justement prié pour la paix au Togo et dans le monde. Nathalie Panegué. Ils sont ensemble pour prier en faveur de la paix au Togo. Dans un brassage religieux, bouddhiste, méthodiste, catholique, évangélique, musulman, hindou, brahma kumari, culte vaudou et Hare Krishna, chacun a conformément à son appartenance religieuse adressé ses prières à Dieu pour la paix au Togo et dans les pays où règnent conflits et guerres. Sa demeure est la demeure de la paix. Notre époque nous offre de grandes opportunités, les avancées technologiques, la globalisation. Mais au même moment, elle souffre de l'effondrement de beaucoup de ponts et de la construction des murs. C'est pourquoi aujourd'hui, les religions aussi au Togo veulent prendre à cœur ce devoir de construire des ponts de paix. Construire des ponts de paix malgré les vents en compte courant, et les religions ne peuvent plus se résigner devant les murs et devant les abîmes. De par les communications, la paix qui se veut un comportement, un instrument indispensable à la vie, vient du cœur. Et la tolérance religieuse est essentielle pour la cohabitation dans la paix. Pour la paix en Afghanistan. Le prophète Mohammed, vous serez étonné qu'il est homme de paix, il n'est pas homme de guerre. Il y a une histoire qu'une fois il est couché par terre et puis il y a le chat qui est venu coucher sur son sultan. Et quand il se lève, il a vu que le chat est profondément en sommeil. Au lieu de se lever brusquement et déranger le chat, il a préféré couper son habit pour laisser le chat tranquille. Ça, c'est le caractère du prophète Mohammed.
Donc, si vous étudiez tous les grands maîtres qui sont venus avec les messages de Dieu dans le monde, vous allez voir qu'ils sont des gens qui sont très, très tolérants. Cette journée de prière s'articule autour d'une intention particulière, affermie de pont de paix. Nous devons véhiculer la paix. Mais comment le véhiculer si on ne la vit pas soi-même? Il faut que ce soit interne à nous. Et pour que ce soit interne à nous, il faut que nous sachions sa valeur, l'apprécier, l'entretenir. Nous en avons besoin, et nous en avons besoin principalement dans notre cher Togo. Il s'agit en clair, pour ces différentes confessions religieuses, de proposer un langage pacifique, de rêver d'un horizon commun. La paix comme une valeur, un don de Dieu à préserver à tout prix. Et la 6e édition du FIMO, le Festival international de la mode du Togo, FIMO 228, qui s'annonce pour le 20 janvier 2019. Je vous en parlais en titre. Ce festival donc va faire vibrer Lomé, la capitale, au rythme de défilés et d'autres événements qui connaîtront la participation de stylistes, modélistes, designers, mannequins, maquilleurs, maquilleuses venus du monde entier. L'événement a été annoncé en conférence de presse. Le compte rendu avec Sonia Amenikbo. L'événement s'appelle Festival international de la mode au Togo, FIMO 228, et débutera le 20 janvier 2019 dans la capitale togolaise. Un carrefour de rassemblement de stylistes, modélistes, designers, mannequins, maquilleuses, bref, un rendez-vous des professionnels pour valoriser et célébrer la mode. Déjà le 20 janvier, on aura à faire un grand casting à l'hôtel Onomo. Le 21 février, on a le premier défilé qui aura dans l'Institut français à 19h. Et le 23, c'est un grand défilé haute couture. On fera défiler plus d'une vingtaine de créateurs qui viendront d'un peu partout. On soutient aussi la jeunesse togolaise déjà en leur faisant une formation qui sera bien animée par Lorraine Morgan, qui est une togolaise, mais elle n'est jamais venue à Lomé. C'est une icône de la mode européenne, française. Donc elle sera le même chose pour le FIMO. Nous promettons déjà un show, un vrai spectacle, en son et en lumière. Il y aura un tapis rouge, très bien tapis rouge comme on le voit en France comme les festivals de Cannes et tout. On invite vraiment beaucoup de personnes, des gens, les acheteurs surtout, à venir, les amoureux de la mode à venir nous soutenir. Après 5 éditions couronnées de succès, FIMO 228 se présente aujourd'hui comme l'un des grands rendez-vous culturels de la capitale togolaise. Il se veut être une référence en matière de mode et une plateforme de promotion de la culture africaine et togolaise en particulier. De grandes innovations sont annoncées pour la 6e édition avec des formations gratuites en make-up, nomination d'une nouvelle égérie pour porter le FIMO 228, de même que des œuvres sociales à l'endroit des nécessiteux. Merci. Et la page noire de ce journal, Anit Akbao, ex-directeur par intérim de Radio Kara, décédé le 2 octobre dernier, a été conduit à sa dernière demeure ce samedi à Kanté. Sa famille, ses amis, le ministère de la Communication et les autorités locales lui ont donc rendu hommage avant son inhumation. Nestor Mozo. L'émotion, la stupéfaction, la douleur et le chagrin, c'est ce qui se lit sur ses visages. Tous pleurent un homme, Clément Anit Akbao. L'ex-directeur par intérim de Radio Kara a tiré sa révérence le 2 octobre dernier au centre hospitalier régional de Kara Tomde, à quelques jours de sa 52e bougie. Rien ne laissait présager cette fin brusque. Clément Anit Akbao a été pris par un malaise le 1er octobre et ne s'en remettra pas. Le personnel de Radio Kara, le ministère de la Communication, les amis, les autorités locales et la famille du défunt sont profondément attristés. Ils ont quand même pu retenir leurs larmes pour lui rendre hommage. Au sein de la famille, Akbao Anit occupait une place de choix. Il était le pilier central de la famille sur lequel tout le monde s'appuyait. Lui-même avait l'habitude de répéter ce que son papa lui disait souvent.
de son vivant, je cite. Anit, je t'ai amené à l'école pour qu'un jour tu me remplaces valablement. Tu seras le refuge de la famille. Je compte sur toi. Fin de citation. Clément était en effet l'espoir de la famille, car de tous les enfants de la lignée Akpao, il était le seul à avoir percé en études, et le seul d'ailleurs à exercer un boulot. Tous les regards étaient donc tournés vers lui, quand la mort nous l'arrache prématurément, nous laissant dans la désolation totale. Nous écouterons l'horizon de la famille, une pause pour écouter l'hommage de Radio Kara. Dans l'ambulance qui le transportait. Puis 5 ans plus tard, il commence sa vie professionnelle en journalisme. C'est Radio Kara la fidèle qui l'accueille. Il est resté fidèle à cet organe jusqu'à sa disparition. En 1998, il réussit à un concours qui lui ouvre les portes de l'Institut des sciences et techniques en communication à Abidjan, Côte d'Ivoire. Il en sort 2 ans plus tard, nanti, du diplôme de brevet de technicien supérieur en production audiovisuelle. Rentré au Bercail, après cette formation professionnelle, M. Akpao Anit retourne dans les rangs du personnel de Radio Kara, où il va gravir les différents échelons. Il est nommé rédacteur en chef de Radio Kara le 30 avril 2013. Clément aura fait preuve d'humilité, d'expérience, de conscience professionnelle et de dévouement à la tâche. Autant de qualités, autant de valeurs, fortement appréciées par le ministre de la Communication, qui n'a pas hésité un seul instant à le nommer directeur par intérim de Radio Kara. Clément avait des ambitions et des projets pour Radio Kara. Il savait la tâche assez dure et âpre, mais il refusait de baisser les bras. Il n'entendait abandonner pour rien au monde. La radio était sa passion, c'était sa raison de vivre, c'était sa vie. Clément reçoit l'hommage solennel de tout le département que tu as servi avec tant d'amour, avec tant de noblesse, avec tant de dévouement et dans la dignité. L'ex-directeur par intérim de Radio Kara a été inhumé ce 27 octobre au cimetière familial à Kanté. Bon nombre de ceux qui l'ont accompagné à sa dernière demeure et bien d'autres étaient de la veillée de prière et de chant à son domicile à Kara. L'homme était connu des auditeurs de Radio Kara pour l'émission qu'il animait tous les vendredis. Émission qui a pour titre Les potins de la rédaction et qui est consacrée à l'humour. Il a été élevé au rang de chevalier de l'ordre du Mono le 26 avril 2018. Clément Anit Akpao laisse derrière lui un enfant et une veuve. De la célébration de la vie à la préservation de la vie avec cette séance de Zumba Fitness contre le cancer du sein ce samedi matin sur le terrain du CEG à Goué-Centre en banlieue de Lomé. Vous le savez, c'est Octobre Rose et la sensibilisation de ce jour était signée du groupe Sabi Alafia. On voit cela avec Komi Ablé et Carmen Madji Akatou. Du Zumba pour éliminer les calories et lutter contre le cancer, notamment le cancer du sein. Ces hommes et femmes de la préfecture d'Aguanivé sont déterminés. Au rythme de différentes mélodies, ils esquissent des pas de danse capables de faire cette guerre. Ce qui m'a poussé à venir, c'était le Zumba. Et ce que j'ai surtout retenu ce matin, c'est que le sport, c'est un médicament gratuit qui va nous aider à éliminer beaucoup de maladies. Mais par rapport à la sensibilisation contre le cancer du sein, j'ai retenu qu'il faut d'abord 3 phases. Il faut d'abord s'observer. Les femmes doivent s'observer tous les jours et voir s'il y a des changements de peau au niveau de leur sein. Et ensuite passer à l'étape de palpation, pas de caresse mais de palpation pour voir s'il n'y a pas des nodules dans le sein. Et ensuite, s'il faut consulter un médecin ou pas, il faut le faire. Et puis observer beaucoup les aisselles pour voir s'il n'y a pas de ganglions. L'initiative Zumba Against Cancer, Zumba contre le cancer, vient de l'association Femmes de Sabi Alafia. Cette séance
marque la fin de la campagne Octobre Rose au niveau de ce regroupement. Zumba Against Cancer, ce n'est pas seulement la séance de sport que nous avons faite ce matin, c'est toute une campagne qui a duré 3 semaines. Aujourd'hui c'est l'apothéose, nous avons organisé cette séance de Zumba géante pour joindre l'utile à l'agréable. La sédentarité, l'obésité, le surpoids, la malnutrition font partie des facteurs à risque du cancer du sein. Donc quand vous faites une activité sportive de façon régulière, vous avez moins de chances, on va dire, de faire un cancer du sein que quelqu'un qui est, excusez-moi, obèse, en surpoids et qui ne fait aucune activité sportive. Chaque année, près de 1 038 000 nouveaux cas et 458 000 décès dus au cancer du sein sont dénombrés dans le monde, selon l'OMS. Il urge donc que des actions soient menées afin d'attirer une plus grande attention sur la maladie. Le groupe Femmes de Sabi Alafia compte œuvrer aux côtés du gouvernement togolais pour vaincre le cancer du sein. Ce sont sur ces conseils que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 22h30, vous serez servi par Edem Sousoukbon. Je vous retrouve demain pour le 20h. Très belle soirée, à demain.